Je suis ravie de faire ce chapitre car je vais pouvoir partager une idée que j'ai eue et qui figure dans le titre. Brigitte Bardot était une grande actrice sur photo. Ce titre peut sonner bizarre puisqu'il n'a jamais été dit ni écrit que Brigitte était une grande actrice. Au contraire, il est bien connu qu'elle était une actrice limitée. Moi-même, qui suis cinéphile, il m'est assez pénible de regarder les films avec Brigitte car malgré sa grâce, son aisance et sa beauté, elle avait exactement les mêmes points faibles que Marilyn en tant qu'actrice. Toutes les deux axaient leur jeu à 99% sur la séduction, la minauderie, leur érotisme et une personnalité de femme-enfant. Brigitte jouait aussi beaucoup sur la bouderie, certainement parce que sa célèbre moue l'y prédisposait. Tout cela limitait malheureusement l'éventail de leur jeu, et leurs personnages se ressemblaient plus ou moins à cause de leur interprétation. C'est dommage car on sent vraiment chez Brigitte et Marilyn un appétit pour le fait de se costumer. On sent que ça les amusait beaucoup. En outre, pour sa carrière d'actrice, Brigitte a certainement été pénalisée par sa célèbre voix traînante et chantante. Ça l'a enfermée dans les rôles de femme-enfant. D'ailleurs, elles étaient clairement conscientes toutes les deux de leurs limites, puisque Brigitte avait une poussée d'herpès en début de chaque tournage, ce qui est un symptôme de stress, et Marilyn était tellement angoissée de mal faire qu'elle arrivait parfois avec des heures de retard sur le tournage et n'arrivait pas à dire son texte sans buter sur un mot malgré de nombreuses prises. De plus, elle avait un coach personnel sur chaque tournage pour la conseiller sur son jeu afin de faire au mieux. Natasha Lytès d'abord, puis Paula Strasberg, ce qui irritait tous les réalisateurs avec lesquels elle tournait, puisque Marilyn prenait moins leur avis en compte que celui de sa coach. Je pense que ni Marilyn ni Brigitte n'avaient réellement une vocation d'actrice. Brigitte s'est retrouvée actrice par la volonté de son jeune mari Roger Vadim, et pour Marilyn, devenir actrice était la voie royale pour accomplir son grand rêve, être célèbre, être aimée du public. Donc elle a tout fait pour ne pas rester indéfiniment mannequin. C'est passé par une acceptation de flirter avec les hommes de pouvoir, elle, l'ex-petite fille abusée, ce qui serre le cœur. Quelque chose me surprend dans leurs deux trajectoires en tant qu'actrices. On dit souvent que des blessures d'enfance profondes et durables alimentent le talent de bien des artistes. Je peux prendre pour exemple la chanteuse Barbara, qui a subi l'inceste, ou Marlon Brando, qui a eu une enfance extrêmement anxiogène et qui est devenu le plus grand acteur de sa génération et même au-delà. Or, Marilyn aussi a eu une enfance et une adolescence profondément anxiogènes et a subi des abus sexuels commis par un client de la pension que tenait sa mère. Et il y a quelque chose de douloureux aussi du côté de Brigitte, j'y reviendrai dans mon ultime chapitre. Mais malheureusement, leur très grande sensibilité et leur douleur intime n'ont pas suffi à nourrir leur talent d'actrice. Je précise quand même que la filmographie de Marilyn, bien que courte, puisqu'elle n'a eu des premiers rôles que pendant 9 ans, de 52 à 61, est bien plus brillante que celle de Brigitte. Primo, elle a joué dans un chef-d'œuvre, Certains l'aiment chaud, qui est considéré comme la meilleure comédie de l'histoire du cinéma. Et cette temps de réflexion fait partie également des meilleures comédies de l'âge d'or d'Hollywood. Secondo, elle a eu la chance de tourner avec certains des plus grands réalisateurs de l'époque. 2 fois avec Billy Wilder pour les films que je viens de citer, 2 fois avec John Huston, 1 fois avec Laurence Olivier pour un film mineur, mais Laurence Olivier était un immense acteur en plus d'être un grand réalisateur et Marilyn était d'ailleurs très fière de jouer avec lui.
Otto Preminger, 2 fois avec Howard Hawks, Fritz Lang, qui a croisé le chemin de Brigitte 11 ans plus tard pour le tournage du Mépris, Henry Hathaway, Joseph Mankiewicz pour un tout petit rôle dans le grand film qu'est Ève, John Sturges, qui fera par la suite 2 très grands westerns, Règlement de compte à Hockey Choral et Le Dernier Train de Gun Hill, ainsi que les 2 très gros succès que sont Les 7 mercenaires et La Grande Évasion, et 2 fois avec George Cukor, pour Le Milliardaire, puis pour le film qu'elle n'a pas pu achever en 62. En outre, elle a fait une apparition de quelques secondes dans un film des génies que sont les Marx Brothers. Donc les collaborations qu'a connues Marilyn sont très impressionnantes. Évidemment, côté cinéma français, Brigitte a été beaucoup moins bien lotie. Elle a tourné avec un très grand réalisateur, Godard, avec le très bon réalisateur qu'était Louis Malle, auteur en particulier de l'inoubliable Feu follet en 63, et l'on peut citer plusieurs réalisateurs de premier plan. Clouzot, Robert Wise, qui fera 5 ans plus tard le célébrissime West Side Story, René Clair, Anatole Litvak, Christian Jacques, Édouard Molinaro, Sacha Guitry, Claude Autant-Lara, réalisateur estampillé qualité française, dont j'aime beaucoup la très classique adaptation du Rouge et le Noir, et surtout La Traversée de Paris, un bijou absolu, et Julien Duvivier, qui avait fait 20 ans plus tôt de films immortels avec Gabin, La Belle Équipe et Pépé le Moco. Je profite de citer le nom de Christian Jacques pour partager une trouvaille que j'ai faite. Dans son film La Chartreuse de Parme, avec Gérard Philippe et Maria Casares, j'ai eu la très grande surprise de voir une scène qui est le décalque d'une scène dans le sublime film Othello d'Orson Welles. Or, le film de Christian Jacques a été tourné avant celui de Welles. Nous avons donc là un cas de plagiat très contre-intuitif. C'est Orson Welles, un génie du cinéma, qui a plagié Christian Jacques. Je mettrai un jour en ligne ces 2 séquences à la suite. Évidemment, malgré sa filmographie plutôt moyenne, Brigitte était faite pour être filmée. Quand on voit l'ossature de son visage, Everybody's been a talking. They said our love wasn't real, that it would soon be over. That's not the way that I feel. But I don't worry, honey. Let them say what they may. Come on and stick with me, baby. We'll find a way. Yes, we'll find a way. Everybody's been a talking. Yes, the news travels fast. They said the fire would stop burning, that the flame couldn't last. But I don't worry, honey. Let them say what they may. Come on and stick with me, baby. We'll find a way. Yes, we'll find a way. Come on and stick with me, baby. Come on and stick with me, baby. Come on and stick with me, baby. En préparant ce marathon, j'ai découvert que Brigitte a déclaré à de très nombreuses reprises tout au fil de sa vie, dans des interviews ou ses livres, qu'elle savait qu'elle n'était pas une bonne actrice. Et c'est tout à son honneur d'avoir été si sincère et si modeste. On aurait du mal à trouver un autre cas de vedette disant et redisant qu'elle n'était pas très douée. Si l'on fait la synthèse de ces déclarations, du moins celles que j'ai lues dans les biographies, 2 choses sautent aux yeux. Brigitte a dit de nombreuses fois qu'elle n'aimait pas tellement le métier d'actrice
et qu'elle est arrivée dans cet univers-là uniquement parce que Roger Vadim a eu l'idée qu'elle pouvait devenir actrice étant donné sa beauté. Brigitte a déclaré plusieurs fois qu'elle allait sans enthousiasme sur les tournages pour gagner sa vie, et c'est en partie pour ça qu'elle a quitté le milieu du cinéma à seulement 38 ans et demi, car enchaîner des films très moyens tout en n'ayant pas de passion pour son métier, ça a fini par faire trop. De fait, c'est dans son combat pour les animaux qu'elle s'est complètement épanouie. Or, la plupart des acteurs sont bien au contraire dans une passion totale pour leur métier, et même dans un besoin quasi vital de jouer, d'être une autre personne le temps d'un rôle. Je prends pour exemple Al Pacino, à propos duquel j'ai fait le marathon Pacino sur Internet, en étudiant la totalité de sa filmographie. Al a une passion totale pour son métier, que ce soit sur un plateau de tournage ou, encore mieux, sur la scène d'un théâtre. Il aimerait même passer sa vie en répétition, ce moment où, entre collègues, on teste des scènes, des effets, des idées. Pour Al, comme pour beaucoup d'autres acteurs, jouer, c'est son oxygène, sa passion, sa vie. La vocation d'acteur, c'est ce besoin fondamental de jouer un autre que soi, un riche, un pauvre, un balayeur des rues ou un roi, peu importe, mais jouer. Or, certaines stars féminines sont devenues actrices sans en avoir la vocation. Je pense en particulier à Rita Hayworth, Ava Gardner et Lana Turner. Lana Turner a été repérée à 15 ans par un producteur et tout de suite dirigée vers le monde du cinéma. Rita Hayworth a été dirigée vers le cinéma par son père pour leur faire gagner de l'argent, au prix d'une grande modification de son physique et en sachant que son père était incestueux. Quant à Ava Gardner, c'est parce que son beau-frère était photographe et qu'il a mis des photos d'elle dans la vitrine de sa boutique qu'un employé de la MGM l'a repérée et qu'Ava a été invitée à devenir actrice. Aucune des trois n'avait réellement l'envie et le besoin de jouer à l'origine. Or, je trouve que cela se ressent totalement. Comme Brigitte et Marilyn, elles étaient magnifiques à l'écran, totalement à l'aise devant une caméra, ultra charismatiques et très professionnelles. Mais cela ne va jamais plus loin. Leur inventivité dans le jeu est limitée et elles sont presque uniquement dans la séduction. Quand on voit Bette Davis dans La Garce, elle n'est pas dans la séduction. Elle interprète un personnage déplaisant. D'autres grandes interprétations n'impliquent pas la séduction. Olivia de Havilland dans L'Héritière, Judy Garland dans Une étoile est née, Sophia Loren dans Mariage à l'italienne, Joanne Fontaine dans Rebecca, puis dans Lettre d'une inconnue, Jennifer Jones dans Madame Bovary, Anne Bancroft dans Miracle en Alabama, infiniment vibrante et inventive, avec ses émotions tellement lisibles sur son visage. Ses performances d'actrice n'auraient pas pu être accomplies par ces miracles de charisme qu'étaient Ava Gardner, Rita Hayworth, Lana Turner, Marilyn et notre Brigitte. Deuxième chose qui saute aux yeux, Brigitte a dit plusieurs fois qu'elle n'avait pas appris le métier de comédienne et ne savait pas comment être une autre qu'elle, donc elle jouait tous ses rôles en étant elle-même, en se demandant comment elle agirait si elle ressentait les émotions de son personnage, si elle vivait sa vie. Elle a précisé que, pour pleurer, elle imaginait ses parents mourir. Et, pour jouer une femme amoureuse, elle cherchait à tomber amoureuse de son partenaire sur le tournage. On est bien sûr là à l'autre bout du spectre par rapport au métier de comédien. Lorsque Anthony Hopkins joue dans Le Silence des agneaux, il n'est pas Anthony Hopkins se demandant ce qu'il ferait s'il ressentait les émotions d'Hannibal Lecter, il est Hannibal Lecter entre le moment où il entend le mot « action » et le moment où il entend le mot « couper ». Quand Dustin Hoffman interprète Tootsie, il n'est plus Dustin Hoffman pendant les prises, il est Tootsie. Quand Al Pacino joue les rôles de Michael Corleone et Tony Montana à 11 ans d'écart, il est Michael Corleone et il est Tony Montana le temps des prises. D'ailleurs, ces deux rôles sont un cas d'école. Il n'y a pas plus opposé entre deux personnages que Michael Corleone, taiseux, réservé, et Tony Montana, braillard et vulgaire. Al a joué ces deux hommes de façon radicalement différente, là où Brigitte jouait ses rôles toujours de la même façon. Quand Laurence Olivier joue Richard III, sublime film qu'il a réalisé,
Il devient Richard III, le temps des prises. Il n'est pas Laurence Olivier se demandant ce que ressentait Richard III. Quand Peter O'Toole joue Laurence d'Arabie, autre sublime film, il devient Laurence d'Arabie. Quand Kathy Bates joue une tortionnaire dans Misery, elle devient cette tortionnaire. Quand Marion Cotillard joue Lady Macbeth, elle est Lady Macbeth. Quand Anouk Aimée joue Lola, dans le magnifique film de Jacques Demy, elle devient Lola. Quand Remy Land joue un alcoolique dans Le Poison de Billy Wilder, il devient un alcoolique entre le mot action et le mot coupé. Résultat, Oscar du meilleur acteur l'année suivante. Nous avons là une explication pourquoi Brigitte était sempiternellement gracieuse et coquine dans tous ses rôles. Elle était juste elle-même, faisant de son mieux devant la caméra. Il aurait été impossible qu'elle balance ce coup d'œil complètement habité comme Delon dans Rocco et ses frères. Delon, au contraire de son amie Brigitte, se fondait complètement dans ses personnages. Il y a une anecdote célèbre selon laquelle il avait eu l'audace de demander à René Clément, lui le quasi-débutant, à inverser les deux rôles masculins dans Plein Soleil afin de jouer le rôle de Tom Ripley, car il sentait, de son instinct animal dont il était fier, que c'était ce rôle-là qui était fait pour lui. À l'inverse, on ne peut pas imaginer Brigitte demandant à interpréter un autre rôle d'un scénario. Elle n'était pas investie comme lui dans son métier. C'est aussi l'explication à quelque chose que j'ai toujours trouvé très surprenant. La presse et les biographes ont toujours relayé, sans se poser de questions, le fait que lors de la tentative de suicide de Brigitte le 28 septembre 1960, le jour de ses 26 ans, c'était en bonne partie parce qu'elle sortait du tournage éprouvant de La Vérité. Le tournage s'était terminé en début de mois, effectivement, et pour jouer son rôle, Brigitte avait donc appliqué sa méthode personnelle, se dire que c'était elle qui vivait tout ça. Et c'était un rôle difficile, puisque son personnage a tué l'homme qu'elle aimait et est condamné à mort par un tribunal. Or, bien évidemment, les acteurs qui jouent un rôle difficile ne se suicident pas 3 semaines après le tournage. Ils miment un personnage difficile, ils font la distinction entre leur vie et la vie du personnage. On voit donc l'inconvénient du fait qu'elle n'avait pas appris son métier. Cette photo montre de façon très crue cette confusion avec son personnage se tailladant les veines, tout comme elle l'a fait le 28 septembre de cette année-là. Un hasard fait qu'elle a tourné avec Marcello Mastroianni, qui était bien connu pour, au contraire, devenir son personnage uniquement au moment où il entendait le mot action et quitter son personnage dans la seconde où il entendait le mot coupé. Bref, le résumé de mon point de vue est que pendant ses 21 ans de carrière, Brigitte a fait avec les limites de son intérêt pour ce métier, mais elle était faite pour être sur un écran. Il suffit de voir son visage félin sur le tournage du Mépris pour deviner que même si elle n'avait pas rencontré Vadim, quelqu'un à Paris lui aurait proposé un jour ou l'autre de faire du cinéma. J'ai donc été étonnée de lire dans des biographies de Brigitte que Louis Malle avait trouvé qu'elle était une remarquable actrice, une magnifique actrice selon Jeanne Moreau, une excellente actrice selon le grand acteur Michel Serrault et une grande comédienne selon Michel Piccoli. Je me demande quelle est la part de gentillesse ou de diplomatie dans ces commentaires. Ultra cinégénique, oui. Ultra gracieuse, oui. Ultra à l'aise devant une caméra, oui. Très professionnelle et faisant de son mieux, oui. Mais pas plus, selon moi. Quelques mots sur la filmographie de Brigitte. Ce n'est pas un secret, la plupart de ses films étaient très mineurs et ils ont mal vieilli. En témoignent ces innombrables clichés où Brigitte est au téléphone. Il y a bien évidemment des scènes qui se passent au téléphone dans les chefs-d'œuvre, mais dans le cas des films de Brigitte, j'ai plutôt le sentiment que ce sont des scènes visant à faire moderne, les foyers français ne possédant alors pas de téléphone. Son premier film Manina la fille sans voile est sur YouTube. Vous pouvez y jeter un œil pour vous en faire une idée. C'est juste un petit film typique de l'après-guerre, mais il a le mérite d'immortaliser la fraîcheur de Brigitte dans ses 17 ans.
Je profite de citer son âge pour ouvrir une parenthèse, et il est temps puisque ce marathon touche à sa fin. J'ai été très surprise de découvrir dans les articles sur Brigitte et même dans ses biographies que beaucoup de journalistes et de biographes se réfèrent à l'année civile pour lui donner un âge, au lieu de se référer à son anniversaire, chaque 28 septembre. C'est-à-dire que Brigitte changeait d'âge le 28 septembre seulement, et j'ai une pensée pour tous ceux qui sont nés fin décembre et que l'on doit sans arrêt vieillir d'1 an, je suppose. Je prends comme exemple 1964, en sachant que Brigitte était née en 1934. Elle a eu 29 ans jusqu'au 27 septembre 1964, et c'est seulement à partir du 28 septembre qu'elle avait 30 ans. Donc, quand vous lisez l'âge de Brigitte dans un article ou dans un livre, sachez qu'il est souvent erroné d'1 an, l'auteur ne s'embêtant pas à vérifier si ce dont il parle est antérieur ou postérieur au 28 septembre. Cette précision est d'autant plus importante que Brigitte a été présente à tous les festivals de Cannes lorsqu'elle était jeune fille, au printemps donc, et l'âge qui lui est donné dans les articles, les légendes de photos et même dans ses biographies est presque systématiquement supérieur d'1 an à la réalité. Je reviens à sa filmographie. Depuis des décennies, il y avait toujours 5 films qui étaient censés être bons dans sa carrière. En cas de malheur, dont on voit ici des photos, Viva Maria, Le Mépris, La Vérité et Vie privée. N'y figure pas Et Dieu créa la femme, qui a toujours été considéré comme un film sans génie et qui a vite vieilli, mais qui bien sûr a permis de faire exploser le mythe bébé. Or, 3 de ces 5 films ne sont désormais plus cités comme étant de très bons films dans sa carrière, ce qui souligne à quel point tout cela est relatif. Viva Maria est désormais considérée comme une comédie très moyenne, un peu poussive. Vie privée comme un film un peu terne par rapport à ce que Louis Malle a certainement voulu faire. J'ai cependant une certaine admiration pour la poétique scène de la chute, où Brigitte arrive à être touchante et inspirante simplement en tombant très longuement de façon onirique. Et en cas de malheur est désormais considérée comme démodée, et il est vrai que Brigitte y surjoue beaucoup. Reste donc La Vérité et Le Mépris. Or, ce ne sont pas de grands films à mes yeux, je m'en explique. Dans La Vérité, il y a beaucoup trop de scènes où tout est surjoué, en particulier les habitudes des jeunes de l'époque et leur vocabulaire. Donc rien à voir avec le côté sec et dur des 3 grands films de Clouzot que sont Le Corbeau, Quai des Orfèvres et Les Diaboliques. Je recommande également un Clouzot très peu connu, Miquette et sa mère, en 1950, qui est une comédie charmantissime et virevoltante. C'est un bijou. Il est généralement dit que Brigitte joue bien dans La Vérité et que Clouzot l'a bien dirigée. Je ne trouve pas vraiment. On retrouve dans ce film ses habituels points forts qui ont fait d'elle une star, c'est-à-dire son aisance devant la caméra, sa cinégénie, sa grâce, sa beauté, la modernité de son apparence, mais on retrouve aussi ses points faibles, c'est-à-dire qu'elle minaude et surjoue. Quant à la célèbre scène où elle craque au tribunal, je trouve que simplement elle crie. Les très bons acteurs dans les scènes du tribunal sont Charles Vanel et Paul Meurice, pas Brigitte. La question du surjeu est hélas très présente dans les interprétations de Brigitte. Elle y avait souvent recours. À l'inverse, le propre des grands acteurs est de jouer avec le minimum d'effets et d'expression sur le visage. Citons Bogart, John Wayne, Marlon Brando, Laurence Olivier, Robert Mitchum, Henry Fonda, Mickey Rourke dans Rumblefish, Geza Rohrig dans le chef-d'œuvre contemporain qu'est Le Fils de Saul, Al Pacino dans Le Parrain et Le Parrain 2, avec son visage impassible en quasi-permanence. Je ne parle pas des acteurs qui ont fait du surjeu et de l'hyper-expressivité leur style de jeu. Je pense en particulier à Jack Lemmon et Louis de Funès. Ce sont d'immenses acteurs, donc ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Quant au Mépris, c'est pour moi un film surévalué de façon évidente, et je le dis d'autant plus que je suis fan de Godard depuis 35 ans et que je fais partie des cinéphiles qui le considèrent comme un demi-dieu. Du reste, dans les salles de cinéma, je m'assieds toujours à la place que Godard a déclaré être la meilleure, la place centrale du 4e rang.
Mais j'ai l'impression que pour le mépris, c'est comme pour Lost in Translation de Sofia Coppola, que l'on nous présente comme un film mythique. Aucun journaliste n'osera s'aventurer à dire que ce sont peut-être des films surestimés de peur de passer pour un mouton noir. Certes, on y retrouve la science du cadrage de Godard. Certes, la photographie est magnifique, mais ça, on le doit à son chef opérateur attitré, Raoul Coutard. Certes, la Villa Malaparte à Capri, où se passe la fin du film, est extrêmement cinégénique. Certes, Brigitte y est magiquement belle, et la costumière a fait très fort avec le petit look bleu marine tout simple de Brigitte, qui est l'un des looks les plus reconnaissables dans l'histoire du cinéma. Mais parallèlement à ces points forts, le film est pour moi pétri de points faibles. Premièrement, il n'y a pas d'alchimie entre Bardot et Piccoli selon moi. Rien à voir avec l'alchimie entre Piccoli et Romy Schneider dans les films de Sautet, ou entre Belmondo et Ginsberg dans le chef-d'œuvre de Godard À bout de souffle. Ce qui pose problème vu que la totalité du film repose sur leur relation de couple. Deuxièmement, le scénario est censé raconter la fin d'un amour, mais le film est à peine commencé que le personnage de Brigitte commence à bouder et à être froide avec son mari, et l'on est prié de croire qu'ils étaient très amoureux avant. C'est selon moi un point faible flagrant du scénario. Il aurait fallu que l'on voie les deux personnages s'aimer pendant plusieurs séquences avant de voir la dégradation de leur relation, afin que l'on puisse être sensible à ce qui leur arrive. Troisièmement, le film est composé très essentiellement de conversations où les deux personnages principaux se chamaillent pour des broutilles, je dirais même pour rien, dans des dialogues très passe-partout et sans relief. C'était la méthode Godard, écrire les dialogues au jour le jour, et ça a contribué à lui donner une aura de créateur atypique, culotté et anticonformiste. Mais le revers de la médaille est que les dialogues de ces films sont souvent assez pauvres. Et dans le cas précis du mépris, j'ai énormément de mal à comprendre que l'on puisse considérer les conversations au sein de ce couple comme la matière d'un chef-d'œuvre. En outre, le fait que la célèbre musique de Georges Delerue pour ce film soit très mélodramatique crée un décalage bizarre, limite ridicule, avec la banalité de l'intrigue. Quatrièmement, l'acteur le plus présent à l'écran, à part Piccoli et Bardot, est Jack Palance, qui n'a jamais été un grand acteur, ni avant ni après, et qui joue franchement mal dans ce film. Heureusement qu'il y a la sobriété de Fritz Lang dans le petit rôle du réalisateur, ça compense un peu. Cinquièmement, il y a un détail récurrent qui est franchement pénible, le fait que l'assistante du producteur jouée par Jack Palance traduit en direct ce que les personnages se disent. Une fois c'est ok, 2 fois c'est ok, mais là c'est la surdose, car c'est présent plusieurs fois. Je suppose que Godard a trouvé que c'était un gimmick amusant et une métaphore de la difficulté de communication, mais répéter autant de fois, ça n'est absolument pas amusant, c'est juste lourd. Sixièmement, on nous dit depuis des décennies que, parce que le personnage joué par Piccoli est censé écrire un scénario au sujet de l'Odyssée d'Homère, ça fait du mépris un grand film par ricochet, presque un film mythologique. Là encore, je suis un peu étonnée que tout le monde adhère à cette thèse, visiblement, alors que le sujet de l'Odyssée d'Homère est en fait peu présent dans le film. Et Godard essaie de donner un côté pop au thème de l'Odyssée, avec quelques plans fixes bien trop longs sur des copies de statues antiques qu'il a fait barbouiller de peinture. Septièmement, je suis là encore très étonnée que personne n'écrive que la perruque noire que porte Brigitte dans quelques scènes est franchement moche. Par exemple, sur cette photo, même la plus belle femme du monde n'est pas à son avantage avec cette perruque, qui apparemment faisait référence à Anna Karina, l'épouse de Godard. Et je suppose que ça se réfère en particulier à la coiffure d'Anna dans Vivre sa vie, un très beau film de Godard, laquelle coiffure se référait à celle de Louise Brooks, actrice des années 20. Mais alors, pourquoi avoir choisi une perruque aussi haute et volumineuse au lieu d'opter pour une perruque de taille normale, comme dans Vivre sa vie, ou opter pour une perruque ressemblant aux vrais cheveux d'Anna ? Je perçois que durant toute sa carrière, Brigitte adorait se déguiser et porter des couvre-chefs, donc elle a essayé de tirer parti de cette perruque bizarrement surdimensionnée, mais je trouve soit maladroit, soit pervers de la part de Godard qu'il ait affublé Brigitte de cet accessoire raté. On peut voir ici à quel point, aux côtés de Sami Frey, la beauté de Brigitte est complètement éteinte avec cette perruque.
et ils donnent d'ailleurs le sentiment d'être tous les deux mal à l'aise. Je dis pervers peut-être parce que dans la courte apparition de Brigitte dans un autre film de Godard, masculin-féminin, 3 ans plus tard, je trouve possiblement misogyne cette séquence, que vous pouvez voir sur YouTube. On voit Antoine Bourseiller dire un monologue que doit dire Brigitte, pour lui montrer de façon assez rabaissante la façon de bien mettre le ton. Et Brigitte essaie d'avoir une contenance avec sa cigarette et sa tasse de café, mais son malaise est palpable, car elle est mise dans la situation de quelqu'un qui doit rester silencieux et ne sait pas dire un texte. Et le personnage masculin lui dicte comment elle doit s'exprimer. Je me demande si Godard n'a pas pris un malin plaisir à lui faire cette apparition inintéressante et, en creux, dévalorisante, pour la ramener à un personnage d'actrice qui ne sait pas bien dire un texte. Peut-être une petite vengeance après leur entente plus que moyenne pendant le tournage du Mépris. Tous les deux ne savaient pas que leur chemin sur cette terre s'arrêterait au même âge, 91 ans. Huitièmement, si des extraterrestres se basaient sur ce qui est toujours dit dans les médias à propos de la célèbre séquence où Brigitte est nue et interroge Piccoli sur les parties de son corps, ils penseraient que cette séquence est un chef-d'œuvre en soi. Or, cette séquence célébrissime, que Godard a imaginée et ajoutée au dernier moment sous la pression du producteur, est, je trouve, très ennuyeuse, nunuche et scolaire, nonobstant la beauté du corps de Brigitte, qui a d'ailleurs prouvé, avec cette séquence, à quel point elle était très à l'aise avec sa nudité à l'écran. Imaginez cette même séquence jouée par n'importe quelle autre actrice, et la vacuité de la scène saute aux yeux. Un autre point qui a desservi la carrière de Brigitte est qu'elle n'a eu que très peu de partenaires masculins avec qui elle avait une forte alchimie, à la Bogart et Bacall. Je trouve même que les acteurs avec lesquels elle n'avait pas d'alchimie sont surreprésentés dans sa carrière, comme ces exemples où les acteurs ne sont pas bien assortis avec elle. À l'inverse, j'adore l'alchimie et la camaraderie évidente entre elle et Dirk Bogarde, acteur qui a la particularité d'avoir joué dans 2 chefs-d'œuvre, ce qui n'est pas donné à tout le monde, Les damnés de Visconti et Mort à Venise de Visconti également, et acteur absolument fascinant dans The Servant de Joseph Losey. Selon les biographes de Brigitte, elle avait une forte tendance à tomber amoureuse de ses partenaires à l'écran. Or, Dirk Bogarde était homosexuel. Donc est-ce que Brigitte a eu des sentiments pour lui? On ne le sait pas. Un petit clin d'œil à Bourvil, merveilleux homme et merveilleux acteur. Brigitte a eu l'immense honneur de jouer avec Charles Boyer, très très grand acteur, aujourd'hui hélas oublié, qui a fait carrière en partie aux États-Unis, a été nommé 4 fois à l'Oscar du meilleur acteur et pouvait incarner des personnages très différents. On ne cite jamais son nom à propos du gaslighting, ce nouveau terme pour désigner les hommes toxiques qui essaient de persuader leur compagne qu'elle est folle. Et pourtant, je pense que si le titre du film de George Cukor, Gaslight, a donné ce néologisme, c'est en partie grâce à son interprétation glaçante d'un homme effectivement toxique. Je suis très heureuse que Brigitte ait pu tourner avec l'immense acteur qu'était Jean Marais, que j'ai eu la chance de rencontrer dans sa loge quand j'avais 16 ans, après la représentation de son spectacle sur Cocteau, avec 3 copines, et nous avons obtenu des autographes. Heureux temps où les adolescentes étaient fans de Jean Marais. Brigitte pouvait également s'enorgueillir d'avoir joué avec Gérard Philippe, autre immense acteur,
dont la mort très soudaine un peu avant ses 37 ans a été un drame national. J'ai lu dans une biographie qu'elle aurait aimé le séduire. À mon avis, c'était perdu d'avance car il était très lié à son épouse. Mais sur ces photos, il y a un sacré climat de séduction entre deux. On continue dans la lignée de mes acteurs préférés. Brigitte a fait partie du casting d'un film où Kirk Douglas avait le premier rôle. Mais c'est surtout à Cannes qu'ils se sont connus et ils sont, paraît-il, restés amis toute leur vie, essentiellement par voie postale, je crois. Malgré leurs 18 ans d'écart, leur alchimie est franchement évidente. L'alchimie entre Brigitte et Louis Jourdan est plutôt très bonne, mais ce n'est pas un acteur qui me passionne. Pourtant, il a joué dans plusieurs très grands films, comme Le procès Paradine d'Hitchcock et Madame Bovary de Minelli, et même dans 2 chefs-d'œuvre, Gigi de Minelli, film qui présente la particularité d'être un film américain avec 3 Français dans les rôles principaux, Leslie Caron, Louis Jourdan et Maurice Chevalier, et surtout le sublime Lettre d'une inconnue de Max Ophuls. Son parcours est extrêmement proche de celui de Charles Boyer, qui avait 22 ans de plus que lui. Tous les deux sont des acteurs français qui ont fait une très belle carrière à Hollywood. L'absence notoire d'alchimie entre Marcello Mastroianni et Brigitte dans Vie privée est un mystère absolu. En effet, sur le papier, ça aurait dû être l'exact contraire. D'ailleurs, on peut voir dans ce sublime plan la compatibilité de leur charisme. Cette absence d'alchimie est peut-être liée à leurs 2 rôles. Le personnage de Brigitte passe une partie du film à être folle amoureuse du personnage de Marcello, lequel est complètement indifférent à son égard. Puis, une fois qu'ils sont en couple, l'intérêt du film n'est plus très évident. Marcello était, paraît-il, assez grognon d'avoir un rôle secondaire dans un film qui était une mise en abîme de la bébé mania, alors qu'il avait connu peu avant le triomphe de la Dolce Vita. De plus, Brigitte n'est pas tombée amoureuse de Marcello, ce qui peut expliquer un peu le problème. On voit ici l'alchimie entre Marcello et Faye Dunaway, qui ont tourné ensemble et ont été en couple. La rencontre Maurice Ronet et Brigitte Bardot est un grand rendez-vous manqué. Leur charme respectif additionné fait merveille, on perçoit une grande camaraderie entre eux, et Ronet est un très grand acteur, inoubliable dans Le Feu follet de Louis Malle et dans Raphaël ou le débauché de Michel Deville. Accessoirement, ils auraient fait un magnifique couple à la ville. Mais malheureusement, leurs 2 tournages en commun se sont faits en 69 et 73 pour des films mineurs, et dans cette fin de carrière notoirement faible de Brigitte. S'ils avaient pu tourner ensemble un peu plus jeunes, en particulier en 63, à l'époque de leur beauté faramineuse dans Le Feu follet et Le mépris, et avec un grand scénario, un grand réalisateur, ils auraient pu devenir un couple iconique de l'histoire du cinéma. Quand on voit les photos de promotion du western Chalaco, on devine que les producteurs avaient dû comprendre que le film allait être assez médiocre et que, pour limiter un accident industriel au box-office, ils ont mis le paquet sur des photos du couple star, Brigitte et Sean Connery, en les faisant surjouer l'amitié et une attirance qui n'étaient pas réelles. Non seulement ils n'ont pas eu de liaison pendant le tournage, mais Brigitte a jeté Sean Connery hors de sa chambre
quand elle a découvert qu'il s'était installé dans son lit, déshabillé mais en gardant ses chaussettes. A posteriori, elle disait qu'elle n'était pas une James Bond girl, donc hors de question de céder à Sean Connery. Effectivement, on peut dire qu'en se mettant dans le lit de la plus belle femme du monde sans lui demander son accord, il y avait un peu un côté self-service, présomptueux et pas très gentleman dans ce qu'a fait Sean Connery. Le summum du côté forcé de cette campagne de promotion est cette photo de fausse sieste, puisque la tête de Brigitte repose franchement près du sexe de son collègue. Au sujet de Gabin dans En cas de malheur, il n'y a pas grand-chose à dire. Leurs 30 ans d'écart, tellement visibles, gênent en permanence la crédibilité de la relation de leurs deux personnages. Et l'on sent trop que le fait de faire jouer Brigitte avec une star à l'ancienne comme Gabin et sous la direction d'un réalisateur établi et assez académique comme Claude Autant-Lara était plus lié à un plan de carrière pour Brigitte qu'à une véritable motivation artistique. Quand Brigitte n'avait que 21 ans, elle a tourné un péplum avec un casting absolument dingue. Premièrement, avec Vittorio De Sica, qui était non seulement un grand acteur, mais aussi et surtout un très grand réalisateur, auteur d'un chef-d'œuvre, Le voleur de bicyclette, et de plusieurs très grands films, entre autres Miracle à Milan, Umberto D, La Ciociara et la comédie Mariage à l'italienne. Hélas, comme beaucoup de grands réalisateurs, son dernier film a été spectaculairement mauvais. Le Voyage en 1974, avec Sophia Loren et Richard Burton, très plat, lent et avec une photographie médiocre. Deuxièmement, avec Alberto Sordi, immense acteur comique italien, et je recommande de regarder deux chefs-d'œuvre où on le voit dans presque tous les plans. Une vie difficile de Dino Risi et Le Veuf, également de Dino Risi. Immense réalisateur que j'ai eu l'honneur de voir en vrai à la Cinémathèque de Paris lors d'une rétrospective qui lui était consacrée peu avant sa mort. Dans Le Veuf, le jeu d'Alberto Sordi est inventif à chaque seconde, et quand je dis chaque seconde, ce n'est pas une façon de parler. Sur cette photo, son personnage apprend que son épouse, dont il espérait le décès, vient de mourir accidentellement. Incroyable jeu dans ses yeux. Troisièmement, avec Gloria Swanson, immense star du cinéma muet et héroïne 20 ans plus tard d'une mise en abîme de sa propre vie dans le chef-d'œuvre de Billy Wilder, Sunset Boulevard en 1950. Pour paraphraser Jacques Séguéla, on pourrait dire que lorsqu'on a tourné un film avec Alberto Sordi, Vittorio De Sica et Gloria Swanson, on a réussi sa vie. J'inclus dans cette sélection une brève rencontre magique. Brigitte a 18 ans à la Mostra de Venise avec l'immense acteur et immense star qu'était Errol Flynn. Décidément, elle n'a pas eu un destin comme tout le monde. Je fais une longue digression sur un acteur qui n'a jamais tourné avec Brigitte, mais pas n'importe quel acteur, notre bébelle nationale. J'ai en effet été stupéfaite en préparant ce marathon de découvrir qu'il avait fait des essais pour le rôle que tiendra finalement Sami Frey dans La Vérité. Évidemment, on ne peut pas regretter que Belmondo n'ait pas eu le rôle, car Sami Frey a été parfait et en plus il a offert 3 ans de bonheur à Brigitte dans sa vie privée. Mais tout de même, c'est très regrettable qu'ils n'aient jamais tourné ensemble, pour la simple et bonne raison que Belmondo avait entre autres dons celui d'avoir une fantastique alchimie avec presque toutes ses partenaires féminines à l'écran. En particulier avec Anna Karina, dans Pierrot le Fou et Une femme est une femme. Pourtant, comme on le voit sur cette photo, c'est avec Godard qu'Anna était en couple, pas avec Belmondo. Are empty and my shoes are heavy and I can't help but
drive right on by. Me and Jonathan's tenderness plea on a Dylan Blaze drive. J'en viens enfin au thème initial de ce chapitre. Sur photo, Brigitte était passionnante et fait tout de suite penser à de merveilleux rôles qu'elle aurait pu jouer si elle avait été une grande actrice. Je prends comme exemple ces portraits incroyables faits par David Bailey et Bert Stern. Comme tous les grands photographes, ils ont réussi à saisir sur le visage de Brigitte quelque chose d'elle que l'on n'avait jamais vu. Je profite de cette photo de Bert Stern pour signaler quelque chose que je trouve incroyable. Brigitte porte ce bracelet triple sur de très nombreuses photos, non seulement dans sa vie privée, mais même sur des photos en studio et dans des scènes de films. Cela m'interpelle. Pourquoi portait-elle autant ce bracelet alors qu'elle en avait certainement de nombreux autres ? It was Cupid's arrow leading me to you on that cold October day. You snuck up right behind me in the line at the Mulberry Cafe. We walked together to the waterfront downtown, and as we closed the day, with an awkward hug when things kicked up, and I proposed to you the very next day. And oh, it seems you have made true all of my dreams. I love you, Jessica Jean. So we moved on in together, then she moved with me when the fates had called my way. She loves me and I love her, she, so where I go is where she will go and stay. It's a great big world out there, and I am lucky to have found someone like you. And on this day and every day I will say, Jessica Jeans, I love you. Santa Monica,
she takes my breath away. Isn't she succulent every time in every little way? Lighting up a cigarette, oh yeah, now she takes my breath away. Me and three friends took the 395 from San Francisco. We had a two-man tent for the four of us. We had our minds set for Joshua Tree. That's where we'll be. In the desert is where I feel free. We always will be at Joshua Tree. At Joshua Tree. Catnip, catnap, cat cuddle, cat scratch, fast and loose, cheap and nasty. We were camping out in the eye of the storm, hanging out with Ted Quinn and his one long ball and checkered pants at the Pappy and Harriet's open mic night. Dave puking under a rainbow, the talking man at the hot springs, biodegradable glitter, and that party at that desert dream house that we went to that time we were tripping down in Joshua Tree. That's where we'll be. Old Trusty is blowing for me. We always will be at Joshua Tree. At Joshua Tree.
service. We do hope to hear again from you someday. Have a nice trip. The Memories Royal United Song Service. When we smoke together, it's so much fun. Let's find a place with some shade in the sun. Pull out the chronic now and roll a new one. When we smoke together, it's so much fun. When we smoke together, you're making me laugh. You and me and weed, baby, you do the math. I like how you look when you're holding the joint. So let's smoke together now, that's the point. When I look at you and I see you smiling,
I can't help but feel so fine. It's not like anything specially is happening. It's me and you. art show, not of a noise show, not of Los Globos. It's hard to find love in LA. None of the bars, none of the raves. It's hard to find love in LA. It's okay. Skip singers with anything. You know it's true what they say. It's hard to find love in LA. Hard to find love in LA. Hard to find love in LA. Highland Park, way after dark, no luck in the day. It's hard to find love in LA. The people were nice, but take my advice. It's hard to find love in LA. Something skip singles with everything. You know it's true what they say. Hard to find love in LA. Hard to find love in LA. Hard to find love in LA. She stumbles down the city street all alone. By step to her car down the block where she left it. She gotta go home. If you could only walk just a mile in her shoes. Everybody does it, the walk of shame. Heading the sun.
time you're in your car driving by somewhere, looking on your phone when you should be looking at the road, and you see something you want to pass judgment on, take a look at yourself in that rearview mirror and think about the things you've done, the people you've known, the places you've been, and think twice, because you never know when you might take that walk again. If you could only walk just a mile in her shoes, everybody does it, the walk of shame. Picture of the back of your neck, I won't do it to myself again.